Bonjour, bonsoir à tous. Cette vidéo concerne les apprenants du niveau premier CD et E. Au micro et à la réalisation, je suis Georges Tuente d'Info, Plec et ingénieur en informatique. Dans cette nouvelle vidéo, notre étude sera centrée sur la correction du sujet d'informatique au probatoire C, D et E comptant pour l'année scolaire 2021. Installez-vous confortablement. Je vous souhaite bonne correction à tous. Nous allons commencer tout de suite par la première partie de notre épreuve, environnement numérique et sécurité multimédia. Alors, la première question était question dans le contexte informatique, définir les expressions suivantes. Cybersécurité, ligne de commande, partition principale. Alors commençons par cybersécurité. Alors lorsque vous voyez cybersécurité, ça veut dire en fait c'est que la sécurité est liée à Internet. La cyber renvoie en fait à l'Internet en fait. Donc en fait c'est ça, ensemble de moyens qui permettent d'assurer la protection de l'intégrité des données, sensibles ou non, au sein d'un système connecté à Internet. Voilà. Donc il y a un mot, on peut ensemble souligner les mots clés. Il y a protection, il y a données, il y a Internet. À la place d'Internet, on peut encore parler de cyberespace. En B, ligne de commande, c'est une ligne d'instruction textuelle interprétable par le système d'exploitation pour l'accomplissement d'une tâche. Donc ça veut dire que lorsqu'on parle de ligne de commande, on voit d'abord une tâche qu'on accomplit et en fait cette ligne c'est un ensemble de textes qui ont un sens et qui permettent effectivement d'effectuer une tâche bien précise. Voilà un peu ce qu'on voit de quoi il s'agit en ce qui concerne les lignes de commande. Donc il y a le mot textuel qui est important, il y a le mot interprétable qui est important, il y a accompli une tâche qui est importante. Alors partition principale, là c'est la partie du disque dur dans laquelle un système d'exploitation peut être installé. Très bien. Vous avez remarqué souvent dans votre machine quand vous avez installé, quand vous allez dans l'explorateur, c'est-à-dire par exemple ce que vous appelez poste de travail ou ordinateur ou CPC. Voilà. Vous allez souvent voir les disques locaux. Vous allez voir que la partition qui contient le système a généralement un logo. Vous allez souvent voir à côté de cette partie un logo qui indique le système, que le système a été installé là-bas. Et c'est cette partition effectivement qu'on appelle partition principale. En 2, sachant que docs est un nom d'un répertoire, donnez le rôle de chacune des commandes DOS suivantes. À l'invite de commande. Alors vous voyez devant l'invite de commande, on met d'abord D, 2 points première. Ça veut dire quoi qu'on met D, 2 points? Vous savez que D c'est un répertoire, première c'est un répertoire. Ça veut dire qu'à l'instant qu'on met D, 2 points petit barre première, ça veut dire que le répertoire où nous nous trouvons c'est dans première. Ça veut dire tout ce que nous allons faire, ça va aller se faire dans le dossier première. Donc le répertoire le plus à droite en fait, avant de mettre 2 points à l'invite de commande, c'est le répertoire courant. Donc c'est le répertoire où on se trouve. Ça veut dire que lorsqu'on va donner le rôle de chaque commande, on sera toujours obligé de rappeler qu'en fait ça se fait dans le répertoire premier. Donc là déjà par exemple le A, on va dire mkdir. Alors mkdir déjà peut être encore appelé md et son rôle c'est créer. Et ça crée quoi? Mkdir docs permet de créer le répertoire docs. Ça crée le répertoire docs où? Dans le répertoire premier. On a dit que le répertoire courant ici c'est premier. Donc on va dire que mkdir doc permet de créer le répertoire docs dans le répertoire premier. Alors rmd plutôt c'est plutôt rmd veut encore dire rd qui veut dire remove directory qui veut dire supprimer. Supprimer le répertoire. Donc rmd docs veut dire en fait supprimer le répertoire docs dans le répertoire premier. Donc permet de supprimer le répertoire docs dans le répertoire premier. On va évoluer, décrire en 3 lignes maximum une technique de protection d'un ordinateur connecté à Internet contre les accès non autorisés. Alors si on est sur Internet déjà, lorsqu'on parle de protection sur Internet, on ne peut penser qu'à un logiciel qu'on appelle pare-feu ou en anglais firewall. Parce que le pare-feu filtre en fait toutes les informations qui entrent dans un ordinateur. Filtre tous les accès en fait. Donc quand on dit que ça filtre, ça empêche des mauvais accès de pénétrer dans votre ordinateur. Donc on va dire là que quoi en solution? Il suffit d'installer un pare-feu qui aura pour rôle de contrôler et surveiller les applications et les flux de données.
En 4, on dispose un smartphone qui capture les images avec une définition de 1280 x 960 en couleur vraie, 24 bits, calculer le poids, entre parenthèses la taille, en mégaoctets d'une image prise par ce smartphone. Donc, on appelle encore la taille le poids. Alors, il y a plusieurs formules. Il y a deux formules qui permettent de calculer en fait la taille d'une image. En fait, on va utiliser la formule en fonction des données de l'exercice. Alors ici, on va constater que la taille déjà est égale au nombre total de pixels fois la profondeur. En fait, la profondeur, voilà. Donc c'est égal au nombre total de pixels fois la profondeur. Alors voici la formule que nous allons utiliser dans le cadre de cet exercice parce que nous avons les données correspondant à cette formule. Regardez bien. Ici, là, que j'ai souligné, ça c'est ce qu'on appelle la définition sur la longueur ou encore le nombre de pixels sur la longueur. Voilà. Et juste à côté, c'est le nombre de pixels sur la hauteur ou encore la définition de la hauteur. Donc l'ensemble de ces données que je viens de souligner là permet déjà de calculer le nombre total de pixels parce qu'on va voir que le nombre total de pixels est égal au nombre de pixels sur la longueur fois le nombre de pixels sur la hauteur. Donc on va voir, voilà ça, nombre total de pixels est égal à 1280 fois 960 qui est égal à 1 228 000 pixels. Donc on a déjà le nombre total. Maintenant pour calculer la profondeur ici correspond à 24 bits. On n'a pas des couleurs vraies de 24 bits. Donc, et malheureusement, en fait, curieusement, la profondeur se mesure toujours en octets. Donc on va convertir les bits en octets. Je tiens à rappeler qu'un octet est égal à 8 bits. Donc ça veut dire que si on veut quitter des bits en octets, on va diviser par 8. Parce que pour quitter de l'octet en bits, on multiplie par 8. Et pour quitter des bits en octet, on divise par 8. On va donc dire que quoi? La profondeur est égale à 24 divisé par 8, qui est égal à 3 octets. Alors en définitive, pour calculer la taille, donc, par application à la formule qu'on a donnée en haut, on va donc dire que la taille est égale à nombre total de pixels, c'est-à-dire 1 228 800 que je viens de souligner, fois 3 octets que j'ai souligné. On aura en bas donc application numérique. La taille est égale à 1 228 000 fois 3 qui est égal à 3 686 400 octets. Alors, pour convertir en mégaoctets, vous allez faire fois 10 puissance moins 6 qui est égal à 3,68 864 mégaoctets. Si vous avez les difficultés sur la conversion, je vous demande de revoir mes vidéos sur la conversion. Et je vous ai dit que pour bénéficier de packs contenant toutes mes vidéos, prévoyez 10 000 francs, vous aurez bénéficié de plus de 50 vidéos. 50 vidéos de mes cours qui concernent pratiquement tous les domaines, toutes les leçons en enseignement secondaire, également universitaire, qui vont forcément vous débloquer dans la compréhension de l'informatique. Donc il y a également, donc je tiens à rappeler qu'il y a des vidéos sur la conversion. Si vous avez besoin de savoir comment on convertit un nombre, voilà, peut-être de quitter de bit en octet, de l'octet en méga. Voilà, mais je tiens à rappeler quand même qu'un octet est égal à 8 bits, un kilooctet est égal à 1000 octets, ça c'est dans la nouvelle norme, un mégaoctet est égal à 1000 kilooctets, et ainsi de suite. On va évoluer, on va encadrer notre réponse. Voilà, je crois que vous avez vu la réponse encadrée. Alors, on va aller au grand 2, deuxième partie de notre sujet. Un chef d'établissement vous sollicite pour l'aider à mettre sur pied un système d'information automatisé de gestion des notes de ses élèves. Il souhaite avant toute chose être édifié sur les notions relatives à l'automatisation de son SI. En mobilisant vos connaissances, répondez aux questions suivantes. Alors, petit 1, définir l'expression système d'information automatisé. Alors, lorsque vous voyez déjà dans une épreuve, on dit système d'information automatisé, ça veut dire que ce qu'on attend de vous, c'est définir la notion d'automatisme qui est devant le système d'information. Si on avait demandé de définir système d'information, vous allez définir simplement système d'information, mais le mot qu'on recherche beaucoup plus dans la définition ici, c'est le mot automatisé. Et quand on parle d'automatiser, on voit le synonyme d'automatiser, c'est quoi? C'est l'utilisation de l'outil informatique. Tout ce qui utilise l'outil informatique de nos jours, on parle d'automatisme. Parce que l'ordinateur automatise les calculs, automatise les tâches. Donc nous allons donc dire que le système d'information automatisé, c'est un ensemble de ressources permettant de collecter, traiter, mémoriser et communiquer les informations d'une organisation à l'aide des outils informatiques.
Donc, à l'aide des outils. Oui, j'ai mis en rouge. C'est pour vous dire, quand vous ne mettez même pas l'aide des outils informatiques, vous êtes passé à côté de la plaque. Donc, on peut aussi dire que c'est un ensemble de ressources permettant la gestion de l'information dans une organisation à l'aide de l'outil informatique. De décrire les deux autres systèmes d'établissement scolaire qui interagiront avec le système d'information automatisé, préciser les acteurs et leurs fonctions. Alors ici, on va se rendre compte que, regardez, là, on va se rendre compte que on a plusieurs, comme système, d'après notre tableau, on a le système de pilotage. Dans le texte, on a dit qu'il y a un chef d'établissement. Je vous rappelle donc que le chef d'établissement a pour rôle de diriger. Quand il y a déjà un chef d'établissement, son rôle c'est de diriger, prendre des décisions. Alors quand vous prenez des décisions, vous faites partie donc du système de pilotage. Voilà pourquoi dans ce tableau j'ai mis système de pilotage. L'acteur du système de pilotage c'est le chef d'établissement et son rôle c'est de diriger. Alors d'autres systèmes, il y a le système opérant qui peut être les enseignants. Leur rôle c'est de saisir les notes par exemple dans la machine. Je ne sais pas trop, enseigner. Voilà. On va évoluer. Alors, je vais réexpliquer pour ceux qui n'ont pas compris avant d'évoluer. Regardez en bleu, système de pilotage. Chef d'établissement, c'est l'exemple d'acteur concernant le système de pilotage. Le rôle, c'est diriger. Le deuxième système ici en bas, c'est le système opérant. L'acteur, on peut trouver les enseignants à ce niveau. Parce que dans le côté opérant, ce sont les gens qui appliquent les règles décidées par le système de pilotage. Et qu'est-ce qu'ils peuvent faire comme rôle? Ils peuvent saisir les notes. Et on évolue. Citer deux fonctions d'un système d'information. Je vous rappelle que pour considérer le système d'information, il existe en fait 4 fonctions de manière générale. Il y a collecter, traiter, stocker et diffuser l'information. Donc nous allons donc collecter les données, stocker, traiter, diffuser. Voilà. Bon, en fait, vous pouvez remplacer données par information puisqu'on parle des fonctions d'un système d'information. À l'écran, je parle de données, mais vous pouvez pas créer. Il est encore mieux de créer information, collecter, stocker, diffuser, traiter l'information, diffuser l'information. Alors, nous allons passer au 4. Donner un exemple de méthode de conception d'un système d'information. On peut avoir MERIS, on peut avoir OMT, on peut avoir SAT, il y en a tellement. Vous pouvez fouiller dans vos documents, vous voyez sur internet, il y a une panoplie de méthodes. Bon, là j'ai donné 2 exemples pour vous illustrer. En fait, nous allons évoluer. Là, on dit, en supposant que l'extrait ci-dessous soit une partie de la table élève de la base de données créée dans le cadre de ce projet, répondez aux questions qui suivent. Suivante, autant pour moi, soit la table élève. Définir le thème et l'expression suivant. Enregistrement, base de données. Définir le thème et l'expression suivante. Enregistrement, base de données. C'est quoi un enregistrement? Alors, je vous tiens d'abord à vous rappeler que lorsqu'on a une table, l'enregistrement correspond à une ligne d'une table relationnelle. Voilà. Donc, on peut dire que l'enregistrement, c'est une ligne de données d'une table dans une base de données. Donc, on voit la table ici. L'enregistrement peut être n'importe quelle ligne, excepté la première ligne qui est la ligne qu'on considère comme la ligne concernant les champs. Donc, par exemple, tout le reste des lignes en bas, en dehors de la première ligne, sont des exemples d'enregistrement. C'est pour ça qu'on dit que dans la définition de l'enregistrement, c'est une ligne de données d'une table dans une base de données. Voilà. Définir base de données, mais non, la base de données ici, c'est une entité dans laquelle il est possible de stocker les données de façon structurée, avec le moins de redondance possible, afin de faciliter son exploitation. On passe à la question B. Donner un exemple de SGBD qui a permis de créer cette table. Alors on peut avoir MySQL, Oracle, Interbase, Sybase, MS Access. Question D. Proposer un format de valeur pour l'attribut date de naissance. Alors quand on dit date de naissance, logiquement l'attribut ne peut être que du type date. Voilà. Un format, ça peut être du type date. Voilà. Du type date. Avant de continuer au grand 3, permettez-moi de faire la publicité. Permettez-moi, mais la publicité c'est en votre faveur. Vous qui êtes en fait des nombreux, des milliers à me suivre à travers cette vidéo. Parce que ce que je fais, c'est ce qu'on appelle le cours l'éducation à distance. Mais permettez-moi de vous proposer cette collection. Voilà, que vous voyez en image.
je suis le promoteur de cette collection que vous voyez en image. Donc c'est la collection Le Leader en informatique. Vous voyez bien qu'il y a la version enseignant et la version élève. Cette collection a déjà fait ses preuves et continue de faire ses preuves. Alors elle a 8 ans d'âge. Elle est très riche en beaucoup d'éléments, à savoir les jeux bilingues, les exercices type examen corrigé selon l'APC, les cours bien élaborés, structurés, respectant le programme officiel, la progression nationale, les exercices d'application, comme j'ai dit, les sujets d'examen corrigé, les sujets type examen corrigé. Et du côté enseignant, il y a la formation sur l'APC. La formation sur l'APC. Alors, vous pouvez trouver ça aujourd'hui avec un CD contenant des cours vidéo, des sujets type examen corrigé en vidéo. Alors, elle concerne les classes de l'enseignement général de 6e en terminale, premier TI, terminale TI, en enseignement technique de première année, en terminale industrielle. On peut retrouver ça sur plusieurs sites au Cameroun, dans les villes comme Yaoundé, Douala, Bafoussam, Tchang, Maroua, Gaoundéré, etc. On Consamba également. Ou alors vous pouvez me contacter à travers mon WhatsApp que vous avez en bas, 619 63 76 22. Ou encore vous pouvez nous rejoindre sur nos pages Facebook ou notre chaîne YouTube que j'appelle Le Leader en info. Toujours dans la publicité, je vous dis, je suis l'un des promoteurs de ce centre de formation agréé que j'appelle ici Info Pro. La référence que vous avez en image, ce centre met à votre disposition les filières suivantes: sécurité informatique, infographie, secrétariat bureautique, secrétariat médical, maintenance réseau, développement d'applications web, formation à la carte délégué médical, auxiliaire en pharmacie, secrétariat comptable, etc. Pour une formation d'une durée d'1 an, alors 1 an reparti en 9 mois de cours théoriques, 3 mois de stage, au bout duquel vous allez composer, faire un examen national et un diplôme qu'on appelle DQP, diplôme de qualification professionnelle, vous sera délivré par le ministère de la formation professionnelle, dirigé par Issa Tiroma, que vous avez, son excellence Issa Tiroma, que vous avez en image dans notre institut. Alors, n'hésitez donc pas à vous lancer dans cette formation. On peut retrouver cette école dans plusieurs villes déjà. Tchang, Consamba, bientôt Douala. Alors pour plus de détails, contactez-moi à travers mon numéro WhatsApp que je vous ai fourni tout à l'heure. Alors on continue donc avec le grand 3, algorithme et programmation. Un palindrome est un mot qui peut se lire dans les deux sens, de la gauche vers la droite et vice versa. De la même façon, exemple, soit l'algorithme palindrome ci-dessous. Alors voici un algorithme donc qui permet donc de pouvoir écrire un palindrome. On vient de voir que le palindrome peut s'écrire des deux sens. Exemple L. Quand il met L, on peut lire L, E, 2 L, E, on peut lire L de deux sens. Ça c'est un exemple de palindrome. Alors évoluons donc. Petit indéfini procédure. Alors la procédure c'est quoi? C'est un ensemble d'ordres permettant d'accomplir une tâche particulière et ne retournant pas un résultat. 2. Identifier dans l'algorithme une instruction de communication du résultat à l'utilisateur. Alors lorsqu'on dit communication, ça veut dire afficher. Il ne faut pas vous perdre, ne perdez pas l'esprit que lorsqu'on dit communiquer, c'est en termes d'ordinateur, en termes de programme, c'est afficher le résultat. Donc quand je dis afficher, regardez, là je vais encadrer écrire, voilà, ça veut dire écrire bravo, ça c'est pour communiquer. On peut encore voir ici écrire désolé, ce n'est pas. On va encore écrire ici, donc on a jusqu'à 3 instructions de communication, mais nous allons retenir une, comme on demandait une seule. Donc écrire bravo, ce mot est un palindrome. Alors 3, recopier sur votre feuille de composition la séquence de code qui permet de remplir les données dans un tableau utilisé. Alors pour recopier, pour remplir un tableau, normalement utilisé pour remplir les données d'un tableau, en principe on doit, pour entrer les données d'un tableau, on utilise l'expression lire. Et entre parenthèses, on met lire, on met par exemple le nom du tableau, entre crochets l'indice. Alors on cherche l'endroit, là on va voir ici, regardez ici, voilà, pour I, voilà, pour I de 1 à N de faire lire T de I. Donc ça c'est une boucle qui permet de parcourir le tableau, et à chaque fois la ligne 8, lire N T de I permet donc d'entrer les éléments dans le tableau T à l'indice I. Voilà, donc
Voilà, voilà la séquence donc, voilà ça, qui permet de remplir notre tableau T. 4. Exécutez pas à pas sur votre feuille d'examen cet algorithme en supposant que l'utilisateur saisisse le mot ressasser. Alors ça veut dire que quoi? Il est question que l'utilisateur saisisse le mot ressasser. L'algorithme vérifie si c'est un palindrome et à la fin dit bravo, ce mot est un palindrome si c'est le cas, ou alors désolé, ce n'est pas un palindrome. Alors comment exécuter un algorithme? Suivez très bien. Il est important de prendre toutes les variables et mettre dans un tableau, comme là. Alors voici le mot ressasser. Alors on va prendre quoi? Voici le mot ressasser. On va prendre d'abord, on va supposer que ressasser est un gérant. On dit dans l'algorithme que quoi? Entrer le nombre. Lisons ensemble à la question, à la ligne 5. Lisons d'abord l'algorithme ensemble. On dit entrer le nombre de lettres dans le mot. Des lettres dans le mot. l'INB. Ça veut dire que quoi? On doit compter ensemble le nombre de lettres que ressasser a. Parce que le but ici dans l'algorithme, c'est de récupérer le nombre de lettres déjà du mot. Voilà. L'entrée, de récupérer le nombre de lettres du mot. D'abord pour un départ. Alors regardez, voilà ressasser. Il y a combien de lettres? Regardez. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc ça veut donc dire que quoi? Regardez. Ça veut dire qu'on fait notre tableau. Voilà, j'ai déjà fait ce tableau, je vais juste expliquer ce que j'ai fait. Alors la première case c'est il y a une case, il y a NB. NB là, regardez la deuxième colonne, il y a le nombre de mots. Voilà, parce qu'on a vu que le nombre de mots ici c'est 9, donc on va entrer 9. Il y a la case I, la troisième colonne I, qui contient la variable I. On récupère tous les variables de l'algorithme, bien sûr. Il y a la variable I, on crée une colonne pour I. Et une colonne pour TDI, parce que TDI c'est l'endroit où on voit que à chaque fois on va faire l'ITDI. TDI va correspondre à la valeur, comment on dit ça? TDI va correspondre à chaque fois à la lettre que l'utilisateur va saisir. Bien. Alors qu'est-ce qu'on fait? Regardez, première ligne. Qu'est-ce qui se passe? C'est que là, on regarde. Regardez, voir. À la première ligne, au départ, NB sera 9, puisqu'on a entré NB 9. La valeur de I au départ sera 1. T de I c'est R. T de NB c'est R. Donc on va vérifier. Qu'est-ce qu'on doit faire? On voit ici que quoi, je suis déjà au niveau de l'algorithme, quand on a entré, quand l'utilisateur a déjà entré tout le mot ressasser. On dit à la partie de la ligne 10 de l'algorithme, regardez bien à partir de la ligne 10. Soyez un peu relax, comprenez bien ce que je dis. Regardez à partir de la ligne 10, on dit pour I de 1 à NB fait, si T de I est égal à T de NB, alors NB reçoit NB moins 1. Comprenez bien ce qu'on dit là. Si T de I est égal à T de NB, c'est pour ça que dans le tableau, j'ai mis une case où on a mis T de I et T de NB. Parce qu'on doit tester chaque fois si T de I est égal à T de NB. Si c'est vrai, alors la variable NB va recevoir NB moins 1. Voilà. C'est ce qui va se passer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on regarde. Au départ, NB égale à 9. On a fait la première case. Regardez, je dis bien la partie ici. La partie en rouge ici. Vous voyez? Au départ, donc NB est égal à 9. On met 9. I c'est 1. T de I, c'est quoi? Regardez. T de I. T de I, c'est R. Donc T de 1, c'est R. Regardez, on a bien positionné. Le 1, c'est R. T de NB, NB c'est 9. Donc T de NB, T de 9, c'est R. Donc on aura R, R. Alors, est-ce que R est égal à R? Oui. Ça veut dire que quoi? Quand c'est vrai, qu'est-ce qu'on fait? NB passe à NB moins 1. Ça veut dire que la nouvelle NB ici, la deuxième case ici, là, voilà, regardez la deuxième colonne, la deuxième ligne, vous voyez que la valeur de NB est passée à 8. Pourquoi? Parce que on s'est rendu compte que T de I est égal à T de NB. Donc NB se décrémente. Alors on passe à 8 et la valeur de I va passer maintenant plutôt à 2. Parce qu'on dit pour I de 1 à NB. Donc on va comparer maintenant T de 2. C'est-à-dire T de I qui est T de 2, qui est E. Regardez bien, T de I2 c'est quoi? C'est ça. T de 2 c'est E. Et T de 8 c'est E encore. Est-ce que est-ce que E est égal à E? Donc T de I, est-ce que T de I est égal à T de NB? Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Regardez, la valeur de NB passe encore à NB moins 1. Donc ça passe à 7. Et la valeur de I lui va s'incrémenter, passer à 3. On compare 3 et 7. Est-ce que T de 3 est égal à T de 7? Donc F, est-ce que S est égal à F? On voit bien que ça correspond à F ici, regardez.
T de 3 et T de 7 c'est FF, oui. Je passe encore ici, la valeur de NB va encore se décrémenter, ça passe à 6. Ça va passer à 6. Et quand ça passe à 6, qu'est-ce qui se passe? Alors, I va passer à 4. Est-ce que T de 6, voici T de 6 ici, est-ce qui est égal à FF? Est-ce que T de I est égal à T de NB? Oui. Alors, la valeur de NB passe à 5, ça se décrémente, pendant que la valeur de I passe à 5. Ouais, donc à la fin, on a NB qui est égal à 5 et IB qui est égal à I qui est à 5. Les deux valeurs, logiquement, doivent donner A. Donc, est-ce que A est égal à A? Oui. Alors, vous voyez donc à la fin, on peut dire que NB est égal à 5, qui est égal à I. Donc, on peut donc là, voir bravo, qu'est-ce qui va se passer? Bravo, ce mot est un palindrome. Voilà. À la fin, donc, on va afficher bravo, ce mot est un palindrome. Parce qu'on se rend compte que à la fin, on aura parcouru, on se rend compte que toutes les lettres seront identiques. Donc, bravo, ce mot est un palindrome. Alors, grand B, langage HTML JavaScript. Donner un avantage du JavaScript par rapport à HTML. Alors, on va se rendre compte que déjà, les avantages du JavaScript, c'est quoi? Ça permet de contrôler les données saisies dans un formulaire, permet de gérer l'heure et la date, permet d'effectuer les calculs simples. Donner le rôle de l'image de la ligne 7. Alors, où la ligne 7 permet, ou bien la ligne 7 permet d'afficher une boîte de dialogue contenant le bouton OK. Voilà, le message suivant permet d'afficher dans une boîte de dialogue contenant le bouton OK, le message suivant, information invalide. Alors, vous voyez dans la ligne 7, on a mis alerte, information invalide. Lorsqu'il y a déjà alerte, ça veut dire que c'est une boîte de dialogue. Regardez bien la ligne 7 là. Alerte et information invalide, ça veut dire que ça affiche simplement dans une boîte de dialogue contenant le message information invalide. Alors, 3. Déterminer le nombre de lignes et de colonnes du tableau utilisé dans la balise forme. Alors, pour déterminer le nombre de lignes, comment on fait pour repérer la ligne? Une ligne est reconnue par la paire de balises TR. C'est-à-dire que s'il y a un TR ouvrante et TR fermant, ça forme une ligne. Autant de TR, de paires de balises TR, ça forme le nombre de lignes. Autant de TD, TD c'est le nombre de cellules qui correspond en fait au nombre de colonnes. Regardez ici. Là, voici une paire de balises TR. Voici une paire encore de balises TR. Une paire, c'est-à-dire ouvrante et fermante. Et voici une troisième paire. Voilà, pour les trois paires. Je veux dire que là, maintenant, pour les colonnes, dans la balise TR, on a TD, on a TD. Voilà. Dans chaque part, regardez, toujours dans la deuxième ligne, on a TD, on a TD, on a TD, on a TD. Voilà. Ça veut dire que on a trois lignes, puisqu'on a trois balises TR, et chaque ligne a deux cellules. Deux cellules. Ça veut dire qu'au final, il y a deux colonnes dans ce truc. Donc ici, on a deux colonnes. Donc en fait, ça veut dire qu'il y a trois lignes, il y a un tableau, vous pouvez dessiner sur votre feuille un tableau de trois lignes. Mais maintenant, il y a une colonne, il y a deux colonnes, il y a un trait qui divise tout le tableau en deux. Ce qui fait que dans chaque ligne, on va trouver deux cellules comme on entrevoit là. Et l'ensemble de ces deux cellules va former donc deux colonnes. Maintenant, identifier dans ce code un opérateur logique. L'opérateur logique, ça peut être et, ça peut être ou. Et on représente et ici comment, regardez. Voici ceci, ça c'est le ou. Le ou c'est deux barres verticales. Quand c'est et, c'est deux et commerciales. Donc ici, ça c'est l'opérateur logique ici. Le ou. Identifier dans ce code un événement. Alors l'événement ici c'est quoi? Regardez, c'est on click. Il y a on click, on mouse, on about, il y a tout ça. On click, là c'est on click, c'est un événement. Donc l'événement c'est on click. Et là, donner le message que recevra l'utilisateur s'il remplit le formulaire avec les données suivantes. Donner le message que recevra l'utilisateur s'il remplit le formulaire avec les données suivantes. Champ identifiant égal à OBC, champ mot de passe égal à probatoire. Donc si c'est OBC probatoire, qu'est-ce qui va se passer? Alors, on a vu que dans le code, en fait, le code permet de récupérer les valeurs saisies au clavier. On a vu qu'il y a input au niveau de l'identifiant, on peut saisir quelque chose. Au niveau du mot de passe, on peut saisir quelque chose. Et en bas, on a vu donc il y a un bouton. Puisque dès qu'on finit, on doit cliquer sur un bouton. Il y a le bouton en bas
qui permet en fait logiquement, qui contient l'événement on clique. Lorsqu'on clique sur le bouton, ça permet de déclencher un traitement. Et on va voir donc que ce traitement va permettre donc d'afficher information invalide. Donc le traitement, c'est une fonction en fait. Regardez bien à partir de la ligne 3. La ligne 3, il y a la fonction traitement qui permet de vérifier. Dans la fonction traitement, on voit if name est égal à OBC. Si le nom est différent de OBC, ou bien le mot de passe est différent de probatoire, alors alerte information est valide. Je suis sur la première partie pour expliquer. Donc de la ligne 3 à la ligne 8, la ligne 11, on voit qu'il y a une fonction traitement qui prend en entrée le nom et le mot de passe. Donc l'identifiant name et mot de passe. Ensuite, qu'est-ce que ça fait? Ça vérifie si le nom, quand on voit point virgule égal, c'est différent. Si le nom est différent du mot OBC et si le mot de passe est différent probatoire. Si c'est le cas, ça affiche information invalide. Maintenant, dans le code du formulaire même, on récupère déjà ça permet de récupérer l'identifiant, récupérer le mot de passe. Lorsqu'on appuie sur le bouton, ça déclenche le traitement. Et comme la personne a saisi OBC et probatoire, a saisi OBC, et a saisi probatoire ici, alors ici qu'est-ce qui va se passer? On va afficher information invalide. Dessinez sur votre feuille de composition le rendu du formulaire qui s'affichera sur la page ou lors de l'interprétation de ce code. Alors là, qu'est-ce qui va s'afficher? Regardez, là on aura notre champ, on aura connexion, voilà, d'après le formulaire, au départ du formulaire connexion, après il y a identifiant, comme c'est un formulaire, on va mettre la zone de texte de l'identifiant, le mot de passe, après là-bas on met le bouton OK. Alors regardez là, c'est pour la connexion, ici il y a identifiant, ici ça c'est pour le champ, le champ qui est devant identifiant, là c'est pour le mot de passe, et ici c'est le bouton. Alors nous sommes arrivés au terme de notre vidéo. Si vous avez des questions par rapport à cette correction, vous pouvez laisser un commentaire. Aucune œuvre n'étant parfaite, vos suggestions peuvent être, et vos propositions, vos critiques sont toujours les bienvenues. À bientôt.